Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec la réaction du président de la Cour d'appel de Kaolack après les accusations d'Amadou Yaya Dia. Ousmane Kane soutient que son collègue n'a aucune connaissance des dossiers dont il parle dans sa lettre. Vous l'entendrez dans ce journal. 4 décès liés au coronavirus enregistrés ce vendredi au Sénégal. Le ministère de la Santé qui donne l'information fait état de 161 nouveaux cas, dont 61 issus de la transmission communautaire. Pointe-Sarène fulmine contre l'extraction des bancs de sable marin de leur zone pour rembler les plages de Sali. Les habitants soutiennent que cela risque d'entraîner l'érosion côtière. Et puis Alassane Ouattara, investi candidat du RHDP pour la présidentielle ivoirienne. C'était lors du congrès d'investiture qui s'est tenu au stade Félix Houphouët-Boigny. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons cette édition donc avec la réaction du président de la Cour d'appel de Kaolack après les accusations d'Amadou Yaya Dia. Ousmane Kane, face à la presse, soutient que son collègue n'a aucune connaissance des dossiers dont il parle dans sa lettre. Il ne les a jamais lus. Je vous propose de l'écouter des propos recueillis par Ibrahima Diamé et Fally Gueye. De l'ensemble du système judiciaire du ressort de la Cour d'appel de Kaolack qui a été mise en doute par un de nos collègues, par un de nos éminents collègues, parce qu'il est président de chambre. Le collègue a fait publier dans la presse sa lettre in extenso. Il s'y est pris à sa façon. Et dans la soirée, après contact avec le garde des Sceaux, ministre de la Justice, il a été convenu d'organiser ce point de presse pour mettre enfin le dossier de Yaya Amadou Dia sur la place publique. Vous avez vu que Yaya Amadou Dia cite plein de dossiers, affaire Omar Gaye, affaire ceci, affaire cela, mais il ne produit rien. Je disais tout de suite au procureur général que je suis dans mes 40 ans de magistrature et que c'est la première fois que je vois un magistrat évoquer des dossiers qu'il n'a jamais lus de sa vie. Yaya Amadou Dia n'a jamais lu ces dossiers. Il n'a jamais lu les arrêts qui ont été rendus dans ces dossiers. Le directeur des examens et concours relativise l'incident qui s'est déroulé à Pékin, Guinaw Rai, selon Amadou Mokhtar Gueye. Sur 1781 centres, seule une classe a été inondée à 20 minutes de la fin des épreuves. Il trouve le bilan très satisfaisant dans un contexte de pandémie et de l'hivernage. Je vous propose de l'écouter des propos recueillis par Pape Faraning et Ahmadouba. Aucune copie n'a été endommagée et les élèves ont terminé. Donc, si vous avez 1781 centres au Sénégal, vous arrivez à construire des épreuves, à les convoyer, à les sécuriser, à administrer les épreuves sur les 1781 et que tout le monde se passe bien. Parce que ce que vous dites là, ce que je vous dis pourrait être confirmé par les associations des parents d'élèves qui ont des coordinations partout. Les remontées d'informations montrent que partout ça s'est très bien passé. Sauf donc à Pékin 20B où à la fin de l'épreuve, il y a une infiltration d'eau. Dû non pas parce que l'école a été érigée inondable, mais c'est parce qu'on a percé les murs de l'école. Donc, c'est pourquoi nous allons tirer un bilan positif. Nous allons vers le BFM, mais nous allons demeurer encore vigilants parce que vous savez que nous sommes en période de pandémie. Vous n'avez pas entendu une seule fois, et ça aussi les gens ne le disent pas, c'est dommage. Une seule fois, on a vu une école, une seule localité, on a vu une école où il y a un élève qui n'a pas mis de masque, où les respects des mesures d'hygiène, des mesures barrières n'ont pas été stricts. Donc, qu'est-ce que les gens veulent? Vous voyez, donc, si on le fait en période d'hivernage, parce qu'on est conscient qu'on est en période d'hivernage, mais est-ce que l'hivernage doit être une contrainte majeure qui ferait qu'on n'organiserait pas d'examen? Et puis le Sénégal enregistre 4 nouveaux décès liés au coronavirus, ce qui porte le nombre à 266. 161 nouvelles contaminations ont été notées sur 1552 tests réalisés, dont donc 168
patients plutôt donc déclarés guéris et 38 cas graves admis en réanimation. Au total, 8333 sont guéris et 4250 sous traitement. Vous avez suivi les explications du docteur Mamadou Ndiaye dans nos précédentes éditions. Et puis dans le cadre de la campagne Dakar, 1 million de masques pour la lutte contre le coronavirus. La ville de Dakar vient de doter la commune de Dieuppeul-Derklé 22 000 masques pour faire face donc à la pandémie du coronavirus. Une campagne de sensibilisation organisée dans toute la commune avec une distribution massive de masques. C'est ce que nous allons voir dans cet élément signé Fatou Bintou Conté et Younous Diatta. Tous les jours, la commune de Dieuppeul-Derklé compte des cas de Covid issus de la transmission communautaire, ce qui inquiète le maire de la localité. La situation du jour avec le ministère de la Santé, et notre commune est souvent citée, comme beaucoup de communes. C'est dire que la transmission communautaire est une réalité aujourd'hui dans notre pays. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut une réponse communautaire. C'est le sens justement de cette caravane-là. L'organisation de cette caravane de sensibilisation sur les mesures barrières, mais aussi une distribution massive de masques dans toute sa commune. Dans cette sensibilisation, il y a l'organisation de la caravane en partenariat avec la ville de Dakar et d'autres partenaires qui sont venus apporter leur contribution. Donc c'est un plus et je pense que c'est comme ça qu'on va essaimer tout le quartier, pour ne pas dire tout le département de Dakar, pour amener les Dakarois à prendre conscience de la gravité de la maladie et à changer de comportement et à avoir justement des comportements individuels comme collectifs responsables pour faire face à cette pandémie. Appuyé en cela par la ville de Dakar qui lui a offert plus de 22 000 masques. Population, échanger et symboliquement leur remettre des lots de produits qui vont les aider à faire attention et à se prémunir contre cette maladie qu'est la Covid-19. Nous avons apporté des masques, près de 22 000 masques, et nous allons doter le reste aussi, mais on a prévu de doter 5 groupes de cibles. Donc je rappelle juste que cette caravane a été lancée dans le cadre de la campagne de sensibilisation 1 million de masques à Dakar. Et c'est depuis le 23 juin. Nous sommes sur le terrain. Plus de cas issus de la transmission communautaire, tel est le combat que s'est assigné la commune de Dieuppeul-Derklé. Compte avec cette campagne sensibiliser des habitants de la commune sur cette pandémie. Et puis la dernière étude de l'IFON révèle l'inefficacité de plusieurs formes de gel hydroalcoolique sur le coronavirus. Sans lui, les populations demandent au gouvernement de réagir et de sortir du marché des produits qui ne répondent pas aux normes de l'OMS. Un sujet signé Ousseynou Diop et Habib Seck. Depuis le début de la pandémie, les Sénégalais ont utilisé des milliers et des milliers de litres de gel hydroalcoolique. Le produit est très prisé par la population pour se prémunir contre la Covid-19 qui a fait des milliers de morts dans le monde. Mais des recherches montrent que le plus souvent, ce produit s'est révélé inefficace face au virus. À Saint-Louis, la population est très inquiète et rappelle à l'ordre ceux qui produisent les gels hydroalcooliques. C'est déplorable de voir des gens qui s'en profitent avec ce Covid. Vraiment, nous déprenons vraiment l'attitude des gens qui utilisent des gels qui ne conforment pas. Pour le représentant de l'Association nationale des consommateurs du Sénégal, Zahir Fall, l'État doit réagir. Parce que le coronavirus est une maladie qui est là. Et le gel hydroalcoolique joue un rôle important. Il serait vraiment respectueux à ce que les Sénégalais puissent reprendre conscience que certains Sénégalais mal intentionnés puissent éviter de profiter des situations malheureuses pour s'enrichir. Ça, c'est le mal des Sénégalais. La question est pour ces Saint-Louisiens rencontrés une affaire très sérieuse et il faut donc des solutions urgentes et efficaces. On demande aux autorités de prendre des mesures par rapport à ça et d'essayer de régler ce problème le plus rapidement possible. Beaucoup de Sénégalais profitent des situations de malheur pour s'enrichir. L'État doit prendre le bâton. Le service du commerce doit descendre sur le terrain, traquer ces personnes mal intentionnées pour vraiment protéger la santé des populations. Les gels hydroalcooliques utilisés sont sous plusieurs formes. Les Saint-Louisiens réclament surtout une régularisation du secteur pour interdire les gels qui sont de mauvaise qualité.
Puis, dans un élan de citoyenneté, le mouvement Africa First a tenu à organiser un don de sang pour apporter sa contribution au Centre national de transfusion sanguine. Pape Naladié, le coordonnateur du mouvement, en parle au micro de Fatou Bintou Conté et Younous Diatta. Aujourd'hui, notre mouvement Africa First s'est engagé pour organiser une journée de don de sang, afin d'accompagner le Centre national de transfusion sanguine de Dakar, pour mieux les accompagner, pour qu'ils puissent au moins répondre également aux exigences de certains hôpitaux en matière de fourniture de postes de sang. Parce que, comme vous le savez, d'habitude, il y a beaucoup de gens qui meurent. Pourquoi? Parce qu'ils ont des problèmes pour avoir du sang. Raison pour laquelle notre mouvement, qui est composé en majorité de jeunes, s'est engagé pour accompagner le Centre national de transfusion sanguine. Depuis pratiquement 9 heures, on est là et actuellement on est à peu près 13 heures, mais on a pu comptabiliser au moins 74 postes de sang. Et puis Kaolack dispose désormais d'un SAMU régional pour le centre. C'est la deuxième antenne régionale après celle de Saint-Louis, selon le ministre Abdoulaye Diouf Sarr qui était venu inaugurer l'infrastructure. L'objectif est de mailler tout le territoire national en termes de dispositifs d'urgence sanitaire. Je vous propose de l'écouter au micro d'Ibrahima Diamé et Fally Gueye. Nous venons aujourd'hui à Kaolack, dans le centre, installer le SAMU de Kaolack qui va effectivement prendre en charge les besoins d'urgence de la région de Kaffrine et de Fatick. Parce qu'au niveau de ces régions, nous allons installer ce qu'on appelle des SUMUR, des services médicaux d'urgence et de réanimation. C'est fondamental pour que dès qu'on tape le 15-15, qu'on puisse avoir une intervention d'urgence dans cette partie de notre pays. Vous voyez donc au plan stratégique, c'est donc un dispositif extrêmement important. Nous demandons effectivement aux populations de Kaolack d'utiliser ce dispositif pour être prises en charge au niveau des urgences. Cela aussi répond à la préoccupation que nous avions annoncée il y a 1 an dans le cadre de la concertation nationale sur les urgences. Vous voyez donc que le schéma est en train d'être mis en œuvre pour que le Sénégal puisse disposer d'un maillage pertinent en matière d'urgence, aussi bien au niveau du SAMU national, mais aussi au niveau des services d'accueil et d'urgence qui sont dans les hôpitaux, mais au niveau des unités d'accueil et d'urgence qui sont au niveau des centres de santé. J'en ai aussi profité pour visiter le centre de traitement des épidémies, parce que vous savez qu'au niveau de l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass, il y a effectivement un dispositif qui fait partie de la riposte dans le cadre de la lutte contre la Covid. Ce CTE a des performances extrêmement importantes et l'ensemble des lits qui sont ici, des lits de réanimation, sont tous équipés de respirateurs avec des dispositifs modernes. Vous l'annoncez dans les titres de cette édition, les habitants de Pointe-Sarène en Sitine dénoncent l'extraction de bancs de sable marin de leur zone pour rembler les plages de Saly-Portudal. Ces habitants estiment que ce projet risque d'entraîner l'érosion côtière et le chômage à Pointe-Sarène et ses environs. Je propose aussi des explications de Mbaïsar, interrogé par Mamadou Gueye et Abdourahmane Diallo. L'objet, c'est l'extraction du sable marin qu'on doit extraire au niveau de la bouée 50 pour rembler la plage de Saly. Chose que les acteurs du département de Mbour ne comptent pas être d'accord. Parce que nous ne sommes pas été informés et puis on n'a pas informé les acteurs. On a eu que des gens qui étaient venus pour dire aux pêcheurs de Pointe-Sarène d'enlever leur casier ou bien leurs filets qui sont là-bas. Ils veulent commencer leurs travaux. Donc c'est que ça qu'on a. On est devant le quai de pêche de Pointe-Sarène, devant le site de transformation de Pointe-Sarène. Vous allez constater que l'avancée de la mer est un peu significative au niveau de Pointe-Sarène. Donc ces bancs de sable-là, ça a atténué le courant marin, ça servait comme une espèce de dos d'âne. C'est pour ça que même vous voyez entre Pointe-Sarène et Joal, quand il y a la houle, vous voyez que les vagues sont un peu faibles et c'est ça qui diminue l'avancée de la mer. On lance un appel au président de la République. Parce que Pointe-Sarène est prévu comme un site balnéaire, comme Saly. Donc si on doit récupérer Saly et faire disparaître Pointe-Sarène, et ce ne serait pas que Pointe-Sarène,
parce que le courant, ça va vers le sud. Ça peut impacter beaucoup de villages comme Joal, comme Fadiouk, même comme jusqu'à Differ. Campagne de reboisement 2020, 1 400 000 plants envisagés sur une superficie de 6 000 hectares dans le cadre de la Grande Muraille Verte. La direction en charge du projet était dans la région de Louga pour visiter les pépinières dans les bases de Martouba et de Ouidou. On voit cela dans cette correspondance signée Tiermofal. Les activités de reboisement de la Grande Muraille Verte ont démarré en 2008. Aujourd'hui, après 12 ans, sur les 815 000 hectares dédiés au Sénégal, seulement 60 000 ont été réalisés, soit un taux de 7%. La Grande Muraille Verte, c'est 815 000 hectares. Si on te dit 815 000 hectares, il y a 60 000 seulement reboisés, le taux d'exécution tourne autour de 7%. Mais nous sommes en train de planifier un programme décennal, 2020-2030. où la Chambre panafricaine de la Grande Muraille Verte a décidé qu'on reboise au moins 100 millions d'hectares. Cette année, dans le cadre de la campagne de reboisement, la direction de la Grande Muraille Verte a un objectif de 6 000 hectares qui doivent être reboisés. Puis on était parti pour une plantation de 10 000 hectares. 10 000 hectares qui allaient couvrir pratiquement un besoin de l'ordre de 1 800 000 plants. Mais avec le contexte du Covid, il y a des actions quand même qui ont été tellement impactées, ce qui nous a obligés à revoir encore nos objectifs de plantation. Aujourd'hui, nos objectifs sont fixés à 6 000 hectares. Plus d'1 million de plants ont été produits au niveau des bases de la Grande Muraille Verte, située entre les départements de Louga et de Linguère. Aujourd'hui, nous sommes ici à Ouidou-Thiongoli, dans la Grande Muraille Verte, au niveau de la pépinière de la base. Mais pour votre information, des pépinières similaires, nous en disposons 8 actuellement au niveau de nos différentes bases, pour une production annuelle de 1 400 000 plants. Ce projet international de reboisement a été lancé en 2005 pour lutter contre l'avancée du désert dans les régions subsahariennes. Il vise le reboisement de 15 millions d'hectares entre Dakar et Djibouti. Et puis l'ampleur des dégâts dus au feu de brousse devenue alarmante dans la zone sud du pays, sud-est plutôt, témoin de ces faits. Les autorités administratives invitent les populations à se mobiliser contre ces feux de brousse par des actes de reboisement. Abdoulaye Diallo. Chaque année, ce sont des milliers d'hectares de ressources forestières que les feux de brousse emportent. Chaque semaine peut-être, tu peux avoir 3 ou 4 ou 5 feux de brousse. Là, tu fais la situation. Donc, dans le mois, donc, tu peux avoir 10, 15 ou bien 20 feux de brousse. C'est possible. C'est pourquoi le phénomène est devenu alarmant dans la zone sud-est du pays. Le constat amer est le suivant. Il y a une dégradation effrénée de la forêt. Il y a un appauvrissement de la biodiversité. Il y a également les effets néfastes des feux de brousse qui se déclarent presque durant tout le long de la saison sèche. Et ce sont des pratiques qui constituent des agressions contre notre forêt et qui sont du fait de l'homme. Pour amortir les dégâts dus aux feux de brousse, des exploitants locaux des ressources forestières ont apporté leur contribution dans la préservation de la forêt par une opération de reboisement. Ça, c'est un premier acte que nous venons de poser dans le massif de Mbalokunda. À partir de lundi, nous allons faire d'autres reboisements dans chaque massif. Nous avons un programme de sensibilisation dans tous les massifs qu'on va faire en groupe. Comme je vous ai dit, le lundi déjà, nous serons à Sintiankundara. C'est pour l'animation avec les populations sur la protection de la forêt, sur l'importance du reboisement, surtout les enrichissements dans les parcelles qui sont dégradées, comme cette parcelle qu'on vient de reboiser. Ces exploitants locaux comptent impliquer les populations dans ce combat afin que tout auteur d'un feu de brousse soit dénoncé auprès des autorités compétentes. L'actualité internationale avec la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara a déposé sa candidature dès la semaine prochaine. L'investiture du candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix s'est tenue au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ouattara estime avoir reçu le nombre de parrainages requis. Suivons sa déclaration. Grâce à votre soutien, votre mobilisation,
nous avons obtenu le parrainage nécessaire. Oui, ce parrainage est compris normalement, vous le savez, c'est 1% des électeurs dans 17 régions ou districts, c'est-à-dire entre 35 000 et 75 000. Mais grâce à vous, votre candidat Alassane Dramane Ouattara a obtenu 1 million de parrainages. 1 million. Avec un tel parrainage, je m'attends à une victoire éclatante dès le premier tour. Une victoire sans appel. Et oui. La bonne nouvelle, j'irai donc déposer mon dossier de candidature la semaine prochaine. Puis en football, la finale de la Ligue européenne des champions ce dimanche entre le novice à ce stade de la compétition Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich, vainqueur à 5 reprises. Une rencontre qui promet énormément, nous dit Chersa Diboudjara. Duel de tacticiens allemands, puissance offensive, star à foison, record, les ingrédients ne manquent pas à Lisbonne pour assister à une grande finale de la Ligue des Champions 2019-2020. Le Bayern Munich, un habitué de ce grand rendez-vous, est à la recherche d'un 6e titre en 11 finales dans cette compétition. Pour arriver à son dessein, le club allemand peut compter sur sa colonne vertébrale. Neuer, Kimmich, Müller, Lewandowski en état de grâce. Une équipe en grande forme en général, plus de 21 matchs sans défaite toutes compétitions confondues, une attaque de feu, 11 buts en 2 rencontres dans le Final 8 sous l'impulsion de Serge Gnabry et Robert Lewandowski. Gnabry c'est 9 buts depuis le début de cette édition, pendant que Lewandowski, la star de l'équipe, est à 15 réalisations. L'attaquant polonais, outre un premier titre dans cette compétition, peut égaler ou battre face au Paris Saint-Germain le record de 17 buts en une saison de Cristiano Ronaldo. Pas une mince affaire face à un club français déterminé à décrocher sa première étoile à sa première finale. 5e équipe française à ce niveau, le Paris Saint-Germain ne manque pas d'arguments. Un large effectif de footballeurs expérimentés, tous les postes doublés, les retours de blessures de 2 cadres, le gardien de but Navas et le milieu de terrain Verratti. Un Neymar en chef d'orchestre épatant à Lisbonne qui compose à merveille avec ses compères de l'attaque. Une ligne offensive portée par la vélocité et l'altruisme de Kylian Mbappé, en plus de l'efficacité d'Angel Di Maria. En somme, un Paris Saint-Germain paré pour inscrire pour la première fois son nom au palmarès de la Ligue des Champions ce dimanche à Lisbonne. Et puis la Ligue de Dakar de basketball octroie au club de la capitale des masques et gels hydroalcooliques. C'est dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. C'était au stadium à Marius Ndiaye, Pape Faraning, Ahmadouba. Dans ce contexte de coronavirus où les cas augmentent de jour en jour, avec l'arrêt de toutes les activités, la Ligue de Dakar de basket appuie les clubs pour stopper la propagation de la Covid-19. Laquelle, en plus des masques dotés par la fédération, nous avons au niveau de la Ligue donné une enveloppe symbolique de 50 000 francs pour les 53 clubs affiliés. Aujourd'hui, nous en avons reçu 49. Donc, de fait, chaque club a reçu le lot de masques que la fédération a donné et 50 000 francs pour leur permettre de s'acheter des gels pour, au niveau de la protection des jeunes au niveau des équipes. Une initiative qui prouve que le basket doit fédérer ses énergies. Le président de la Fédération sénégalaise de basket estime que c'est le seul combat à mener pour l'instant. Cette année, nous avons tous vu qu'on n'a pas pu jouer au basket, mais notre rôle en tant que fédération, c'est de participer à la lutte contre la Covid. Donc j'invite vraiment tout le monde à la lutte contre la Covid qui doit être aujourd'hui la seule préoccupation de la famille du basket. Tout autre débat est inutile. Consacrons-nous à la lutte contre la Covid et après cela maintenant on parlera basket. La formation des acteurs et une participation active de la fédération sont en gestation au-delà de cet acte. Nous avons déjà le budget nécessaire pour la petite catégorie. Nous avons aussi pour une première fois trouvé un budget pour organiser la formation des entraîneurs initiateurs, la formation au niveau des arbitres départementaux, au niveau du département de Dakar. Pourquoi? Parce que nous voulons rehausser le niveau du basket 3-3, raison pour laquelle on va organiser des sessions de formation pour avoir des arbitres
qui vont travailler sur le 3-3. Et l'autre point sur lequel nous avons travaillé, c'est la réflexion de la Ligue de Dakar. Pour organiser également des cours de vacances, afin d'aider les jeunes qui n'ont pas pu passer une année scolaire normale, les aider à compléter leur niveau pour l'année prochaine. Sur les 53 clubs de Dakar, les 49 sont présents à la cérémonie de remise de masques et de gel antiseptique pour lutter contre le coronavirus dans la bassine. Merci à vous, Pape Faraning. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.